Je m'appelle Céleste Marlot, et j'ai 29 ans. La première fois que ma mère m'a regardé comme si j'étais importante, c'était lors d'un dîner de Noël. Je venais de prononcer une phrase, qui avait figé toute la table. Pendant 10 ans, elle se souvenait à peine de mon existence. Pas d'appel d'anniversaire, à moins que la culpabilité ne le lui rappelle. Pas de questions sur ma vie, à moins qu'elle n'ait besoin d'une aide informatique gratuite. Pas de fierté, pas de curiosité, pas de vraie place pour moi, dans l'histoire familiale. Puis, ce soir-là, alors que tout le monde se passait la purée, et faisait semblant d'être normal, elle m'a fait ce petit sourire doux et compatissant, que je connaissais depuis l'enfance. Elle m'a demandé, fais-tu toujours ces petits boulots informatiques, pour des entrepreneurs? J'ai regardé ma mère, puis mon frère, puis mon père. Et quelque chose en moi, est devenu complètement calme. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai posé ma fourchette et j'ai dit, pas exactement. J'ai ajouté, mardi dernier, j'ai refusé une offre de 34 millions d'euros pour mon entreprise. Mon frère s'est figé, la main à mi-chemin de son verre. Mon père a arrêté de mâcher, et a fixé son assiette, comme si les 10 dernières années venaient d'y atterrir. Le visage de ma mère a changé si vite, que ça m'a presque fait rire. La femme qui avait ignoré mes appels, raté mes réussites, et traité ma vie comme un bruit de fond, a frappé la table de sa paume. Elle a crié, « Attends, quoi ?» Et à ce moment-là, j'ai compris la vérité. Elle n'avait pas oublié comment me voir. Elle avait simplement attendu, que je devienne assez cher pour qu'elle me remarque. Avant de vous raconter ce qu'elle a fait ensuite, dites-moi ceci, avez-vous déjà été ignoré par quelqu'un, qui s'est soudainement intéressé à vous, à la seconde où vous avez réussi? Je suis né à Mesa, en Arizona. Dans une maison où l'amour ne disparaissait pas. Il avait simplement une direction favorite, il allait toujours vers Preston Marlowe, mon frère aîné. Au moment où j'ai compris le favoritisme, il avait déjà la meilleure chambre, les plus grandes fêtes, des cours de baseball privés, de nouveaux crampons, et des photos encadrées dans le couloir. Ma mère, Valérie Marlowe, parlait de lui, comme s'il était né pour sauver le nom de notre famille. J'avais 7 ans de moins que lui. J'étais calme, maigre. J'avais toujours un livre à la main, où je démontais de vieux appareils électroniques, sur le sol de la cuisine. Elle me traitait comme une enfant qu'elle avait accepté d'élever, mais qu'elle n'avait jamais prévu de connaître. Elle ne me détestait pas. Ça aurait été plus facile. Elle me nourrissait, achetait mes fournitures scolaires, signait les formulaires quand je les lui mettais sous les yeux. Mais elle ne me regardait jamais avec d'attente. Preston allait devenir quelqu'un. Moi, j'allais bien m'en sortir. Quand il a intégré l'équipe de baseball junior, toute la famille est allée dîner à Scottsdale. Quand j'ai gagné l'Expo Science de 4e, en construisant un modèle de filtration d'eau, Valérie a dit, « C'est bien, chérie. » Ensuite, elle m'a demandé si j'avais vu les gants de frappeur porte-bonheur de Preston. J'ai appris très tôt, que si je voulais des félicitations, je devais me les faire moi-même, dans ma tête. Si je voulais que quelqu'un se souvienne de mon anniversaire, je devais l'écrire moi-même sur le calendrier. L'année de mes 13 ans, Valérie a complètement oublié. Preston avait un petit déjeuner de réseautage immobilier. Elle est rentrée à la maison avec des cartes de visite, m'a embrassé le front, et a demandé pourquoi j'avais l'air si dramatique. J'ai pointé le calendrier. Elle a cligné des yeux, puis a ri doucement. « Oh, Céleste, on fera un gâteau ce week-end. » Nous ne l'avons jamais fait. Mon père, Douglas Marlowe, n'était pas cruel, mais il évitait les conflits comme s'il s'agissait d'un incendie. Il travaillait de longues heures, gérant les stocks pour une entreprise de fourniture d'entrepôt. Il rentrait fatigué, et laissait Valérie décider de ce qui comptait. Si je lui montrais un A, il souriait et disait, « Bon travail, gamine. » Si Preston entrait avec une histoire sur un mauvais entraîneur, un mauvais professeur, ou un mauvais patron, le dîner devenait une réunion stratégique, sur la façon de l'aider. Au lycée, Preston était le projet familial. Valérie l'appelait son futur homme d'affaires, bien qu'il ait plus de confiance que de discipline. Il aimait les montres onéreuses, les baskets propres, et parlait fort d'opportunités qu'il n'avait pas méritées. Elle appelait cela de la « présence ». Quand je veillais tard, pour apprendre le codage avec des vidéos gratuites, elle disait que je me cachais trop. Quand je réparais l'ordinateur portable d'un voisin, et que je gagnais 20 €, elle me disait de ne pas me laisser distraire de la vie pratique. La vie pratique, c'était tout ce qui donnait à Preston l'air impressionnant.
Ce qui est étrange, c'est que je n'ai pas passé ces années à préparer ma vengeance. Je les ai passées à essayer d'être vu. Je nettoyais sans qu'on me le demande. J'obtenais des bourses. Je donnais des cours de soutien à d'autres élèves, je rejoignais le club de robotique. Chaque petit succès ressemblait à un coup frappé, sur une porte verrouillée. Mais, quand j'ai été accepté à l'Université d'État de l'Arizona, avec une bourse, Valérie n'a pas pleuré et n'a pas organisé de dîner. Elle a regardé la lettre, et a demandé si Tampa était assez proche, pour que je puisse rentrer à la maison. Quand Preston a eu besoin d'aide avec son site web, c'est là que quelque chose en moi a basculé. J'ai arrêté de demander à la porte de s'ouvrir. J'ai commencé à construire une issue. Les 10 années où elle m'a ignoré, n'ont pas commencé par une énorme dispute. Elles ont commencé après que j'ai emménagé dans une chambre d'étudiant, avec 2 valises et des murs en parpaing. Valérie n'a pas appelé pour me demander si j'avais peur. Elle m'a envoyé un SMS, une fois pendant mon premier mois, et m'a dit, Preston a besoin d'aide, pour créer une page immobilière. Tu peux le faire ce week-end? J'ai regardé le message pendant un long moment. Puis, j'ai tapé, j'ai du travail et des études. Elle a répondu par un seul mot, incroyable. C'était le début. Pas un silence total, parce que le silence total aurait été honnête. C'était pire. Elle se souvenait de moi, seulement quand je lui étais utile. Pendant la décennie suivante, je suis devenu un fantôme doté de compétences techniques. Et j'ai fini par apprendre que les fantômes peuvent construire des choses, sans que personne n'entende le marteau. Au début, l'université ne ressemblait pas à la liberté. Elle ressemblait à une facture à laquelle je devais échapper. Ma bourse me permettait de rester inscrite, mais le confort n'était pas inclus. J'ai donc travaillé partout où je le pouvais. Je préparais le café avant le lever du soleil près du campus, je réapprovisionnais le papier dans un centre de reprographie après les cours, et je concevais des sites web bon marché, pour des couvreurs, des plombiers, des paysagistes et des entrepreneurs en restauration à Tampa et Gilbert. Ce centre de reprographie a changé ma vie. Les gens entraient en portant des dossiers, pleins de photos de cuisines endommagées, de garages incendiés, de salles de bains inondées, de toits fissurés, de formulaires d'assurance, de devis manuscrits, et de reçus qui semblaient avoir survécu à une guerre. Ce n'étaient pas des gens de la haute technologie. C'étaient des entrepreneurs qui essayaient d'aider les familles à réparer leurs maisons après les dégâts de la mousson, les incendies, les ruptures de canalisation, les tempêtes de poussière. Des catastrophes qui ne font jamais l'actualité nationale, mais qui peuvent ruiner l'année de quelqu'un. Je les regardais perdre des heures. Parce qu'il manquait une photo, qu'un numéro de réclamation était erroné, qu'un expert n'avait pas reçu le bon document, ou qu'une équipe avait été programmée avant l'arrivée des matériaux. C'étaient des gens travailleurs, piégés dans des systèmes désordonnés. Et les systèmes désordonnés, ça me connaissait. Les gens m'avaient placé dans le mauvais dossier toute ma vie. Je savais ce que c'était d'être ignoré, parce que personne n'avait construit un système qui vous rendait visible. Un soir, un entrepreneur nommé Miguel Torres est entré 10 minutes avant la fermeture. Il avait des photos de l'effondrement d'un toit, après de fortes pluies. Sa cliente était âgée. L'expert en assurance voulait plus de documents, et sa chef de bureau avait supprimé la moitié du dossier d'images. Je l'ai aidé à récupérer ce que je pouvais. J'ai renommé les fichiers par adresse et par date, j'ai créé une feuille de calcul, et j'ai établi une liste de contrôle. Il a regardé l'écran, comme si j'avais tiré de l'eau d'une pierre. « Combien je te dois ?» a-t-il demandé. J'ai répondu 50 €, car j'avais 19 ans, et je n'avais aucune idée de la valeur de la résolution de problèmes. Il m'a donné 100 €, et a parlé de moi à 2 autres entrepreneurs. C'était la première graine de Cambridge jaillie. Bien qu'à l'époque, ce n'était que moi, un vieil ordinateur portable, et le sentiment que ce problème était plus grand que quiconque ne le réalisait. J'ai commencé à poser des questions. Pourquoi les petites entreprises de restauration suivaient-elles encore les réclamations d'assurance, avec des feuilles de calcul? Pourquoi les équipes sur le terrain envoyaient-elles des photos, via des chaînes de SMS? Pourquoi les devis, les permis, les factures, et les notes des experts, étaient-ils éparpillés sur 5 applications? Pourquoi le client, la personne dont la maison avait été endommagée, était-il toujours le dernier à savoir ce qui se passait? Plus j'apprenais, plus je devenais obsédé. J'ai sauté des fêtes pour interviewer des entrepreneurs. J'ai passé des vendredis soirs à construire des prototypes, à la bibliothèque. Je me suis formé à la conception de bases de données,
à l'automatisation, à l'expérience utilisateur, et aux outils d'apprentissage automatique, capables de trier les photos de dommages, et de signaler les documents manquants. Mon colocataire me trouvait intense. Mes professeurs me trouvaient ambitieuse. Valérie me trouvait asociale. Quand j'ai essayé de lui dire que j'avais trouvé un vrai problème commercial, elle m'a interrompu avant que j'aie terminé. Preston se lance dans l'immobilier de luxe, a-t-elle dit. Il pourrait avoir besoin de quelqu'un, pour peaufiner son image en ligne. Tu es doué avec les ordinateurs. Aide-le peut-être à avoir l'air plus professionnel. J'étais assise sur le lit de ma chambre d'étudiant, le téléphone collé à l'oreille. Je l'écoutais parler de lui, comme s'il s'agissait d'une entreprise valant déjà la peine d'investir. J'avais 3 clients entrepreneurs, à ce moment-là. Je voulais lui dire, je suis en train de construire quelque chose, moi aussi. Au lieu de cela, j'ai dit que j'avais des devoirs, et j'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin. J'ai construit un tableau de bord, qui permettait aux entrepreneurs de télécharger des photos de propriété, de marquer des pièces, d'assigner des membres d'équipe, de suivre le statut des réclamations, et de générer des rapports pour les experts en assurance. C'était laid, mais ça fonctionnait. Miguel l'a testé en premier. Ensuite, une entreprise de dégâts des eaux à Chandler a payé un abonnement mensuel. Puis une équipe de couvreurs à Glandal. Et enfin, une entreprise de restauration après incendie à Tucson. Je facturais trop peu, je répondais moi-même aux emails de support, et je corrigeais des bugs entre mes examens. Mais pour la première fois, quelque chose que j'avais créé ne mendiait pas d'être remarqué. C'était utile. Les gens en avaient besoin. Les gens payaient pour ça. Lors de ma dernière année, j'avais 12 clients payants, et un carnet rempli d'idées. Je l'ai nommé Clinbridge, parce que cela construisait un pont. Un pont entre les personnes qui faisaient le travail, les familles qui attendaient les réparations, et les compagnies d'assurance qui exigeaient des preuves. Plus tard, lorsque nous avons ajouté l'automatisation et les vérifications prédictives de documents, c'est devenu Clinbridge AI. J'ai obtenu mon diplôme de l'ASU avec mention, par un chaud après-midi de mai. Valérie n'est pas venue. Elle a dit que Preston avait un événement de portes ouvertes, qui pourrait mener à un contact important. Douglas m'a envoyé 3 mots, fier de toi. Je les ai lus à l'extérieur de l'arène, pendant que d'autres familles prenaient des photos avec des fleurs. Je n'ai pas pleuré. Ce soir-là, toujours vêtu de ma robe de fin d'études, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai aidé un entrepreneur avec un rapport de réclamation. C'est ainsi que j'ai célébré, j'ai travaillé. Et pour une fois, travailler me donnait l'impression de construire une porte, que personne ne pouvait verrouiller de l'autre côté. Après l'obtention de mon diplôme, Valérie s'attendait à ce que je trouve un emploi sûr. Elle m'envoyait des offres pour des postes d'administratrice de bureau, ou de support informatique de premier niveau, avec de petites notes comme « ça semble réaliste » ou « les avantages comptent plus que de poursuivre des rêves ». J'ai failli rire au mot « réaliste ». Dans ma famille, réaliste avait toujours signifié plus petit. Des rêves plus petits, des besoins plus petits, une place plus petite à la table. Mais à ce moment-là, Clinbridge AI rapportait déjà plus chaque mois, que n'importe quel poste de premier niveau ne m'aurait payé. Ce n'était pas glamour. J'ai loué un bureau dans un espace partagé à Phoenix, où la climatisation cliquetait, et où quelqu'un faisait toujours réchauffer du poisson au micro-ondes. J'ai embauché un développeur à temps partiel, d'un groupe d'anciens élèves de l'ASU. Et j'ai embauché un assistant de support client, qui avait travaillé pour une entreprise de restauration. Nous étions 3 personnes, 2 tables pliantes, un tableau blanc, et un produit qui ne cessait de s'améliorer, car nos clients nous disaient exactement ce qui n'allait pas. Nous avons ajouté l'organisation automatique des photos, des rappels de délai, le suivi des matériaux, des signatures numériques, et des mises à jour pour les clients, ce qui a réduit les appels téléphoniques de mécontentement. Les petites entreprises nous aimaient, parce que nous ne les prenions pas de haut. Un couvreur à Mesa n'avait pas besoin d'une plateforme d'entreprise monstrueuse. Il avait besoin de savoir quelles réclamations étaient bloquées, quelle équipe était libre, et si les armoires de cuisine de Madame Parker avaient été approuvées par l'assurance. À 24 ans, j'avais 37 entreprises clientes. À 25 ans, nous avons franchi la barre des 600 000 € de revenus annuels récurrents. J'ai fixé ce chiffre sur une feuille de calcul, et j'ai senti la pièce devenir silencieuse. Je n'étais pas riche. La majeure partie de l'argent retournait dans la masse salariale, les serveurs, le travail juridique,
la sécurité et le développement de produits. Mais l'entreprise était réelle. Elle avait du poids. Je voulais le dire à ma famille. Non pas parce que j'avais besoin d'applaudissements, mais parce qu'une petite enfant têtue à l'intérieur de moi, voulait toujours placer une preuve sur la table. Alors, j'ai essayé une fois de plus. J'ai appelé Valérie un dimanche. Elle a répondu tout en conduisant, distraite, avec Preston parlant en arrière-plan. J'ai dit, Cambridge a franchi une étape importante, ce mois-ci. Elle a dit, c'est super, chérie. Puis elle a couvert le téléphone, et lui a demandé s'il avait appelé le courtier hypothécaire. Quand elle est revenue, elle a dit, au fait, peux-tu faire une meilleure page de destination pour Preston? Sa page immobilière fait bon marché. J'ai fermé les yeux, et j'ai dit que je pouvais recommander quelqu'un. Elle a ri. Recommander quelqu'un? Céleste, c'est la famille. Ne sois pas égoïste avec tes petites compétences informatiques. Petites compétences informatiques. J'ai écrit ces mots sur un post-it, et je les collé sur mon moniteur. Non pas parce que j'y croyais, mais parce que je voulais me souvenir de la taille de la boîte, dans laquelle elle essayait toujours de m'enfermer. À 26 ans, nous avons signé avec un groupe de restauration multi-États. Un groupe qui était présent en Arizona, au Nevada, et au Nouveau-Mexique. À 27 ans, nous avions 22 employés, et plus de 3 millions d'euros de revenus annuels récurrents. Nous avons emménagé dans un vrai bureau avec des salles de conférences vitrées, un mauvais parking, et une salle de pause qui m'a ému, la première fois que j'ai vu mes employés rire autour d'un café. Je payais bien les gens, parce que je savais ce que ça faisait de voir son travail pris pour acquis. Pendant ce temps, la carrière immobilière de Preston semblait plus brillante à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il publiait des photos en costume, s'appuyait sur des voitures qu'il ne possédait pas, et utilisait des expressions comme flux d'affaires de haut niveau. Mais il empruntait de l'argent à mes parents, et manquait les paiements de ses cartes de crédit. Valérie défendait chaque échec. Le marché était difficile, les clients étaient jaloux, son courtier ne l'appréciait pas. Il avait juste besoin d'une grande opportunité. Quand je travaillais 18 heures par jour, j'étais obsessionnel. Quand il omettait de faire un suivi, il était incompris. Ce 2 poids 2 mesures me mettait en colère. Puis, ça m'a rendu triste. Parce qu'elle ne se contentait pas de m'ignorer, elle lui faisait aussi du mal. Elle l'avait transformé en un homme qui croyait que le soutien signifiait le sauvetage, et que le sauvetage signifiait qu'il n'avait jamais à grandir. Le premier article sur Cambridge AI est apparu dans un journal économique de Phoenix, quand j'avais 28 ans. Il me qualifiait de fondatrice prometteuse, dans la technologie de restauration d'assurance, et mentionnait notre croissance, la fidélisation de nos clients, et notre utilisation de l'IA pour réduire les retards de réclamation. Douglas l'a vu. Je le sais parce qu'il a aimé le post sur LinkedIn, à 6h12 du matin. Valérie n'en a pas parlé. 3 semaines plus tard, elle m'a appelé. Elle m'a demandé si mon entreprise pouvait sponsoriser l'événement de réseautage immobilier de Preston. Pas y assister, pas prendre la parole. Sponsoriser. Elle a dit que ce serait une bonne exposition pour moi. Je lui ai demandé si elle avait lu l'article. Elle a fait une pause, puis a dit, je l'ai parcouru. Très bien. Bref, Preston a vraiment besoin que cette salle ait l'air professionnelle. C'est la dernière fois que j'ai essayé d'expliquer mon succès, avant Noël. J'ai arrêté d'envoyer des liens. J'ai arrêté de donner des nouvelles. Ce que Valérie ignorait, c'est que de plus grandes entreprises avaient commencé à appeler. Des groupes de capital investissement, des sociétés de logiciels d'assurance, des investisseurs en technologie de la construction. J'ai pris rendez-vous discrètement. Et à chaque fois que quelqu'un mettait un chiffre sur la table, je me souvenais de ce post-it. Petite compétence informatique. La boîte devenait plus petite. Et je devenais plus difficile à contenir. L'offre de 34 millions d'euros est arrivée un mardi matin de novembre. Elle était enveloppée dans un langage juridique poli, et livrée par des gens qui souriaient comme s'ils me rendaient service. L'entreprise était basée à Dallas. Un grand groupe de technologie d'assurance, qui voulait se développer dans les logiciels de flux de travail de restauration. Leurs dirigeants ont complimenté la rétention de nos clients, et ont utilisé des mots dont les fondateurs sont censés rêver. Acquisition stratégique, croissance accélérée, issue qui change la vie. Je me suis assise à la table de conférence, avec ma directrice financière et meilleure amie, Kira Nolan. Les dirigeants de Dallas nous ont présenté l'offre.
34 millions d'euros pour une acquisition totale. Package de rétention, période de transition, communiqué de presse. Un avenir où Cambridge AI pourrait atteindre le marché national plus rapidement. Puis est venue la partie qu'ils espéraient que je ne remettrais pas en question. Ils voulaient fermer le bureau de Phoenix d'ici 1 an, intégrer notre produit à leur plateforme, licencier près de 40% de mon équipe, et faire disparaître le nom Cambridge. J'ai regardé l'offre imprimée, et je me suis laissé ressentir ce chiffre. 34 millions d'euros. Assez pour changer ma vie, la vie de Douglas, et même celle de Valérie, si je le voulais. Je ricane. Assez pour acheter le silence de tous ceux qui avaient un jour qualifié mon travail de mignon ou irréaliste. Assez pour devenir le genre de fille dont Valérie se vanterait soudainement. Mais pendant qu'il parlait, j'ai pensé à mes employés. L'assistant de support, qui avait quitté un emploi toxique pour travailler pour moi. Le développeur, qui allait bientôt avoir un bébé. Les entrepreneurs, qui nous faisaient confiance parce que nous répondions au téléphone comme des humains. Je n'avais pas construit Cambridge AI pour la regarder se faire avaler et dépouiller de ses pièces. Alors, j'ai dit non. Pas de façon dramatique, pas de façon stupide. J'ai dit que nous étions ouverts à un partenariat, à des conditions d'investissement, ou à des conditions d'acquisition qui protégeaient l'équipe et la mission. Mais pas à ça. La pièce s'est refroidie. L'un des dirigeants a dit, Céleste, des offres comme celle-ci, il n'y en a pas tous les jours. J'ai répondu, des entreprises comme la mienne non plus. Kira a serré son stylo si fort, que j'ai cru qu'il allait se casser. Après leur départ, elle a ri à voix basse. Tu sais, ta mère s'évanouirait, si elle savait ce que tu viens de refuser. J'ai dit, il faudrait d'abord que ma mère sache ce que je fais. Nous avions prévu de garder l'offre secrète, mais les nouvelles économiques circulent, quand le chiffre est assez grand. Un article local est paru, 5 jours avant Noël, avec un titre qui m'a noué l'estomac. La fondatrice de Phoenix rejette une offre d'acquisition de 34 millions d'euros. Mon téléphone a explosé de messages. Des clients, des investisseurs, des camarades de classe, et des gens qui ne m'avaient pas parlé depuis le lycée. Douglas m'a envoyé un SMS, est-ce que c'est vrai? Avant que je puisse répondre, Valérie a appelé. Pas de SMS. Un appel. Cela seul m'a dit qu'elle avait vu le chiffre. Sa voix était plus douce que d'habitude. Céleste, ma chérie, viens-tu pour Noël cette année? Je n'étais pas rentré pour Noël, depuis 3 ans. La dernière fois, j'avais passé le dîner à écouter Valérie féliciter Preston, pour l'obtention de sa licence immobilière. Pendant ce temps, elle me demandait si le codage était quelque chose pour lequel on embauchait encore. J'aurais dû dire non. Kira m'a dit de dire non. Mais la curiosité est dangereuse, lorsqu'elle est mêlée à de vieilles blessures. Je voulais savoir quelle version de ma mère ouvrirait la porte. Celle qui m'avait ignoré, ou celle qui venait de découvrir que je valais des millions. Alors, j'ai conduit jusqu'à Scottsdale la veille de Noël. Sans bijoux, sans sac de créateur, sans annonce préparée. La maison était la même. Mur beige, aménagement paysager désertique, couronne lumineuse. La photo de Preston en tant qu'agent immobilier était toujours sur la table console, comme une affiche électorale. Valérie m'a serré dans ses bras trop fort et a dit, tu as l'air de réussir. Pas belle, pas en bonne santé. De réussir. Douglas m'a prise dans ses bras silencieusement. Preston m'a fait un demi-sourire, et a dit, j'ai entendu dire que tu avais été occupé. Sa fiancée, Aaron Vance, a souri poliment, comme si elle essayait de comprendre dans quel genre de famille elle se mariait. Le dîner a commencé avec de la dinde, des patates douces, une casserole de haricots verts, et le football qui jouait doucement dans le salon. Valérie a interrogé Preston sur une piste immobilière, a loué son énergie, et a dit à Aaron qu'il avait toujours été destiné à de grandes choses. Ensuite, il s'est vanté d'un chèque de commission qu'il attendait bientôt. Pas reçu, juste attendu. Valérie a applaudi, comme s'il avait conclu l'affaire du siècle. J'ai continué à manger. Je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit. Puis, elle s'est tournée vers moi, avec ce vieux sourire, trempé de pitié et de contrôle. Elle a dit, Céleste, fais-tu toujours ces petits boulots informatiques pour les réparateurs? Peut-être que Preston pourrait avoir besoin de quelqu'un comme toi, une fois que son entreprise se développera. La table est devenue assez silencieuse, pour que j'entende la glace bouger dans mon verre. 10 ans d'appels manqués,
d'anniversaires oubliés, de travail non rémunéré, et de minuscules rejets se sont rassemblés derrière mes dents. Mais, quand j'ai parlé, ma voix était calme. Pas exactement, ai-je dit. Mardi dernier, j'ai refusé une offre de 34 millions d'euros pour mon entreprise. La main de Preston s'est arrêtée, à mi-chemin de son verre de vin. Aaron a chuchoté, « Oh mon Dieu !» Douglas a baissé sa fourchette, et a fixé la table. Valérie a cligné des yeux une fois, puis 2 fois. Ensuite, sa paume a frappé la table si fort, que l'argenterie a sursauté. « Attends, quoi ?» a-t-elle crié. J'ai regardé son visage. Avide, maintenant. Éveillé, maintenant. Enfin dirigé vers moi. Et le plus triste, c'est que je ne me suis pas sentie victorieuse. Je me suis sentie confirmée. Elle m'entendait très bien. Elle n'avait simplement jamais considéré ma vie comme assez bruyante. La première chose que Valérie a faite, après avoir entendu le chiffre, ce n'est pas de s'excuser. Cela m'a tout dit. Elle n'a pas dit « Je suis désolé de ne jamais t'avoir posé de questions ». Elle n'a pas dit « Parle-moi de l'entreprise que tu as construite ». Pendant que je détournais le regard, elle s'est penchée en avant, les yeux perçants, et a dit « 34 millions d'euros ». Comme si l'argent était un parent, qui venait d'entrer dans la pièce, et qui méritait une chaise, plus que je ne l'avais jamais mérité. Preston a récupéré avant elle. Il a eu un petit rire sec. Le genre de rire que les hommes ont, quand leur fierté saigne. « Allez, Céleste » a-t-il dit. « Tu veux dire, comme si les investisseurs l'avaient évalué à ce prix-là, ou quelque chose comme ça, non ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « Non ». C'était une offre d'acquisition signée, un rachat total. Je l'ai refusé. Aaron l'a regardé, puis m'a regardé. Elle faisait le calcul familial. Elle additionnait toutes les histoires qu'on lui avait racontées, et réalisait que les chiffres ne correspondaient pas. Douglas a finalement levé les yeux. « Tu possèdes l'entreprise ?» a-t-il demandé doucement. J'ai répondu, « Je l'ai fondée. Je l'ai construite depuis l'université. Nous avons des clients dans plusieurs États. Nous aidons les entreprises de restauration à traiter les réclamations d'assurance plus rapidement, après des dommages matériels. » Il a fermé les yeux. Et j'ai su qu'il se souvenait de toutes les fois où j'avais essayé de parler, et où il avait choisi la paix plutôt que l'attention. Valérie a commencé à sourire, mais ce n'était pas chaleureux. C'était rapide et nerveux. Le sourire que les gens utilisent, quand ils essaient de réécrire l'histoire. « Eh bien, » a-t-elle dit, « j'ai toujours su que tu étais intelligente. » J'ai ri une fois, doucement. « Non, maman, ai-je dit. Tu savais que j'étais utile. » Il y a une différence. Son visage s'est durci. C'est une chose cruelle à dire à Noël. J'ai dit, cruel, c'est d'appeler sa fille uniquement, quand son fils a besoin de travail gratuit. Cruel, c'est d'oublier son anniversaire, et de se souvenir de ses compétences en mots de passe. Cruel, c'est de s'informer sur ses pistes à lui. Pendant qu'elle essaie de te dire qu'elle a créé une entreprise. Preston a reculé sa chaise. Ok, ça devient dramatique. Je me suis tourné vers lui. Tu as raison. Restons pratiques. Je ne t'embaucherai pas. Je ne sponsoriserai pas tes événements. Je ne paierai pas tes dettes. Et mon entreprise n'est pas un fonds d'urgence familial. Son visage a rougi. Je n'avais pas mentionné les dettes par hasard. Valérie avait glissé un message vocal 3 semaines plus tôt, disant qu'il était sous pression, et que la famille devait aider la famille. Elle a pâli, quand elle a compris que j'avais saisi. Ce dîner s'est terminé sans un cri de ma part. Ça comptait. Valérie voulait faire une scène, parce qu'une scène lui aurait permis de me traiter d'instable. À la place, je lui ai donné des faits. Les faits sont plus difficiles à balayer. Je leur ai dit que l'entreprise était réelle. L'offre était réelle. Et la raison pour laquelle ils ne le savaient pas était simple, personne n'avait posé la question, et n'avait attendu la réponse. Ensuite, je me suis levé, j'ai remercié Douglas pour le dîner, car c'était lui qui avait cuisiné la dinde. Et je suis parti avant le dessert. Le lendemain matin, Valérie a appelé 6 fois avant 9 heures. J'ai répondu au 7e appel, parce que je voulais entendre quel masque elle avait choisi. Elle a choisi celui de la mère blessée. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as embarrassé, dans ma propre maison. Elle a dit. J'ai répondu, j'ai dit la vérité, dans ta propre maison.
Elle a un peu pleuré, mais même ses larmes avaient un but. Elle a dit qu'elle avait fait de son mieux. Elle a dit que les mères faisaient des erreurs. Puis, après 12 minutes à tourner autour du mot « pardon », sans jamais le prononcer, elle a dit « Preston est dans une situation difficile, Céleste. Une personne avec tes ressources pourrait changer sa vie. Voilà. Pas de remords. Un accès. » Je lui ai dit « non ». Elle est restée silencieuse, puis a dit « Après tout ce que cette famille t'a donné ?» J'ai failli sourire. « Qu'est-ce que vous m'avez donné ?» ai-je demandé. Pas de la nourriture, pas un toit, pas le minimum légal. Qu'est-ce que vous m'avez donné, que vous ne lui avez pas donné 10 fois plus fort? Elle n'avait pas de réponse. Au cours de la semaine suivante, elle a essayé toutes les portes. Elle a envoyé par SMS des articles sur le pardon. Elle a envoyé des photos de bébé, comme si la preuve qu'elle m'avait un jour tenu dans ses bras pouvait effacer 10 ans d'ignorance. Elle a dit à des parents que j'étais devenue arrogante. Elle a dit à Douglas que je la punissais pour avoir été fière de Preston. Elle a dit à Preston que l'argent m'avait changé. Mais l'argent ne m'avait pas changé. L'argent leur avait enlevé, leur dernière excuse pour m'écarter. La vraie vengeance est venue lors d'un brunch familial, 2 semaines plus tard. Bien que je ne l'ai pas planifié. Ma tante Ruth Marlowe a demandé à Valérie, devant tout le monde, s'il était vrai que j'avais créé une entreprise technologique, à partir de zéro. Valérie a ouvert la bouche, avec sa voix de spectacle, et a dit « Nous avons toujours encouragé Céleste à suivre ses intérêts. » Avant que je puisse parler, Douglas a posé son café. « Non, nous ne l'avons pas fait, » a-t-il dit. La table s'est figée. Il m'a regardé, puis les a regardés. Elle l'a fait toute seule. Nous n'avons pas fait attention comme nous l'aurions dû. Nous avons aidé Preston. Nous avons supposé que Céleste allait bien. Ce n'était pas de l'encouragement. C'était de la négligence, habillée d'une chemise polie. Valérie avait l'air d'avoir été giflée. Preston avait l'air furieux. Mais pas contre moi. Contre elle. Pour la première fois, quelqu'un avait nommé le marché, dont il avait bénéficié. Et soudain, ça ne ressemblait plus à de l'amour. Ça ressemblait à des dégâts. Il s'est levé et a dit, « Tu m'as fait croire que j'étais spécial. Même quand j'échouais, tu n'arrêtais pas de me sauver. Et maintenant, je ne sais plus comment me tenir debout, sans demander à quelqu'un de me rattraper. » Valérie s'est mise à pleurer pour de vrai, à ce moment-là. Pas parce qu'elle m'avait blessé, je pense. Mais parce que l'histoire qu'elle racontait sur elle-même s'effondrait en public. Elle avait été la mère dévouée, la bâtisseuse d'un fils à succès. La femme qui savait quel enfant méritait un investissement. Maintenant, tout le monde voyait ce que son investissement avait produit. Un fils dépendant, une fille distante, et un mari qui ne pouvait plus la protéger de la vérité. Je n'ai pas pris de plaisir à la voir se briser. Ce qui était satisfaisant, ce n'était pas sa douleur. C'était le fait que je n'avais plus à porter son mensonge. Plus tard, elle m'a suivi dans l'allée, et a attrapé mon poignet. « S'il te plaît, Céleste, ne m'exclus pas », j'ai regardé sa main, jusqu'à ce qu'elle lâche prise. J'ai dit, « Je ne t'exclus pas. Je ferme la porte, à laquelle tu ne frappes que lorsque tu veux quelque chose. Si tu veux une relation avec moi, elle n'inclura pas mon argent, mon entreprise, mes relations, ou le plan de sauvetage de Preston. Elle inclura la responsabilité, la patience. Et un long silence, où tu écouteras. » Elle a pleuré plus fort. Je suis quand même monté dans ma voiture. Pour la première fois, quitter cette maison ne m'a pas donné l'impression d'être indésirable. Cela m'a donné l'impression de me choisir moi-même, avant qu'il ne puisse à nouveau choisir mon utilité. 3 mois après Noël, Cambridge AI a signé le plus grand partenariat de l'histoire de notre entreprise. Pas avec le groupe de Dallas qui voulait nous avaler. Mais avec un réseau national d'entrepreneurs indépendants en restauration. Ils voulaient garder leurs bureaux locaux forts, tout en utilisant une meilleure technologie. Nous avons ouvert un 2e bureau à Denver, élargi le support, et lancé un programme pour les petits entrepreneurs. Ceux qui gèrent le relèvement après sinistre, dans les communautés mal desservies. J'ai également créé un fonds de bourse d'études à l'État de l'Arizona, pour les jeunes femmes qui étudient les systèmes d'information, la technologie de la construction, et l'IA appliquée. Je l'ai nommé Visible Future Fund, le fonds des avenirs visibles. Ce nom a fait pleurer Kira.
Je ne l'ai pas créée pour paraître généreuse. Je l'ai créée parce que je savais combien de jeunes brillants étaient assis dans des chambres, des bibliothèques, des salles de pause, et des emplois de nuit. Ils développent des compétences, pendant que quelqu'un à la maison qualifie leurs rêves d'irréalistes. Je voulais qu'ils aient plus que de la motivation. La motivation, c'est beau. Mais les frais de scolarité, c'est réel. Les ordinateurs portables sont réels. Les mentors sont réels. Un endroit sûr pour poser des questions est réel. L'éducation a changé ma vie. Non pas parce qu'elle m'a rendu meilleur que ma famille. Mais parce qu'elle m'a donné des outils qu'ils ne pouvaient pas m'enlever. Les connaissances précieuses ne sont pas seulement des informations. C'est le pouvoir que vous utilisez pour vous créer des choix, là où d'autres personnes ne vous donnaient que des limites. Valérie appelle encore parfois. Au début, chaque conversation dérivait vers l'argent, Preston, ou si je voyais quelqu'un d'important. J'ai mis fin à ces appels rapidement. Puis, lentement, elle a changé. Pas complètement. Les gens ne deviennent pas différents du jour au lendemain, parce qu'ils ont honte. Mais elle a commencé à poser une question, et à rester silencieuse assez longtemps pour entendre la réponse. Qu'a construit ton équipe ce mois-ci? Combien de personnes travaillent pour toi maintenant? Que fait concrètement un expert en assurance? La première fois qu'elle s'est excusée, sans ajouter d'excuses, j'ai failli raccrocher, car je ne savais pas quoi faire de ce sentiment. Elle a dit, j'étais fière de l'enfant qui me faisait me sentir importante. Et j'ai ignoré l'enfant qui ne me demandait rien. Ce n'était pas de ta faute. C'était la mienne. Je ne lui ai pas pardonné à ce moment-là. Le pardon n'est pas un bouton, sur lequel quelqu'un d'autre peut appuyer, parce qu'il a enfin trouvé la bonne phrase. Mais, je l'ai entendu. C'était plus que ce que j'aurais pu faire, un an plus tôt. Douglas et moi parlons plus maintenant. Il ne réécrit pas le passé. Ça aide. Parfois, il envoie des photos du lever du soleil dans le désert, lors de ses promenades. Et parfois, j'envoie des photos du bureau. Nous construisons quelque chose de petit et d'honnête, ce qui vaut mieux que quelque chose de grand et de faux. C'est Preston qui a eu le chemin le plus difficile, après Noël. Sans Valérie pour aplanir chaque conséquence, ses dettes sont devenues réelles. Ses délais non respectés sont devenus réels. Et Aaron a posé des questions, qu'il ne pouvait pas éluder par son charme. Pendant un certain temps, il m'a blâmé. Puis, il a arrêté de demander de l'argent, et a commencé à travailler pour une société de gestion immobilière. Une société où personne ne se souciait que sa mère pense qu'il était spécial. Le mois dernier, il m'a envoyé un texto d'une phrase. Je pense qu'elle nous a fait du mal à tous les deux, de différentes manières. J'ai fixé ce message avant de répondre. Je pense que tu as raison. Cela ne nous rend pas proches. Cela nous rend honnêtes. Et l'honnêteté, c'est un début. Les gens demandent si refuser 34 millions d'euros a été la meilleure des vengeances. Ça ne l'était pas. La meilleure vengeance a été de ne pas avoir assez besoin d'argent pour trahir les gens qui m'ont aidé à construire l'entreprise. La meilleure vengeance a été de regarder Valérie réaliser que la fille qu'elle traitait comme un bruit de fond était devenue la seule personne de la famille que personne ne pouvait contrôler. La meilleure vengeance n'a pas été de crier, de supplier ou de faire mes preuves à cette table. Je ricane. C'était de fixer une limite et de la maintenir après le début des larmes. Si vous avez déjà été la personne invisible, comprenez ceci. Être ignoré peut vous rendre affamé. Mais la faim a besoin de direction. Ne la laissez pas vous rendre cruel. Laissez-la vous rendre discipliné. Laissez-la vous pousser vers l'éducation, vers des connaissances précieuses, vers des compétences qui créent la liberté. Apprenez le domaine qui vous passionne. Posez des questions. Trouvez des mentors. Économisez de l'argent quand vous le pouvez. Construisez lentement si vous le devez. Les personnes qui vous ont ignoré peuvent revenir quand votre succès devient visible. Mais vous ne leur devez pas la version de vous-même qu'ils trouvent soudainement utile. Vous pouvez aimer les gens à distance. Vous pouvez accepter des excuses sans leur donner d'accès. Vous pouvez être gentil sans devenir disponible pour être exploité. Ce n'est pas de l'amertume. C'est de la sagesse. Ma mère m'a ignoré pendant 10 ans. Puis, elle s'est souvenue de mon existence, quand elle a découvert que j'étais riche. Mais au moment où elle m'a vu, j'avais déjà appris à me voir moi-même.
C'était la partie dont elle ne pouvait pas s'attribuer le mérite. C'était la partie qu'aucune offre ne pouvait acheter. Alors, si vous êtes assis quelque part ce soir, avec le sentiment d'être l'enfant oublié, le frère ou la sœur ignoré, le silencieux dont personne n'attend grand-chose. Écoutez-moi bien. Leur attention n'est pas la ligne d'arrivée. Leur approbation n'est pas le prix. Construisez une vie qui vous apprend votre propre valeur, avant que quiconque n'ait la chance de la fixer. Et si les personnes qui vous ont autrefois ignoré tournent enfin la tête, laissez-les regarder. Vous n'avez pas à leur remettre les clés, juste parce qu'elles sont arrivées.